Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette matinée consacrée à la nouvelle donne post-crise. Alors après le Covid, après les confinements, les reconfinements, nous voici clairement dans une nouvelle ère dont nous allons détailler maintenant les impacts en matière d'organisation. Alors, je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, environ jusqu'à 10h30. Nous allons parler télétravail, recrutement, mais aussi bien sûr engagement et sens. Avec dans un premier temps une étude qui décrypte les attentes des collaborateurs, puis une table ronde qui donnera la parole à 4 professionnels des ressources humaines. Alors comme je vous le disais, nous allons nous pencher tout d'abord sur le résultat d'une étude qui a été réalisée début mai par le CSA pour Mazars, en compagnie de Charlotte Balero. Bonjour Charlotte. Vous êtes DRH de la Croix-Rouge française. À vos côtés, Raphaël Bollard, associé en Change Management et Transformation RH chez Mazars. Bonjour à tous. Alors cette étude, tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une étude, hein? Le micro marche très bien. On va vérifier tout de suite. Je vous en donne un autre. Hop. Bonjour Charlotte. Bonjour. Voilà, super. Mieux, oui. Merci. Donc Raphaël, cette étude, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une étude? Alors, cette étude, ça part d'une intuition qu'on a au quotidien avec les dirigeants et les managers qu'on accompagne dans leur transformation. Une intuition que le Covid a été un moment important, un moment de changement, une espèce de point de rupture. Alors les transformations, on le sait tous, étaient déjà présentes avant, elles étaient déjà très rapides. Mais en fait, là, elles se sont accélérées et surtout, elles ont pris une nouvelle forme. Les nouveaux modes de travail, les objectifs RSE qui naissent dans la gouvernance des entreprises, conduisent à de nouvelles contraintes pour les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, petites ou grandes d'ailleurs. Et ces nouvelles contraintes, eh bien, elles débouchent sur de nouvelles formes de transformation. En tout cas, c'est l'intuition qu'on avait. Et on a eu envie de confronter notre vision, notre intuition, à celle du salarié français. Et mettre tout cela en perspective avec le regard des dirigeants et la situation économique actuelle. Si on regarde un peu les différentes transformations, quels sont les types de transformations qu'on peut voir, ou plutôt quelles sont les différentes définitions d'une transformation aujourd'hui dans les entreprises? Alors, on s'appuyait avec Mazars, toute transformation doit passer devant une information, consultation des représentants du personnel, et pour autant, ça engage des transformations assez différentes. Vous pouvez avoir des transformations qui sont liées de réorganisation, liées à la stratégie, liées au repositionnement d'une société sur son environnement. Il me semble que c'est d'une nature un petit peu différente que les transformations dont on parle, qui touchent aux nouvelles formes de management hybride, à l'organisation du travail, à la gestion du parc immobilier des bureaux. Donc, a priori, ce sont des transformations de nature très différente. Et du coup, il y a peut-être un lien malgré tout, et c'est ça qu'on cherche à interroger. Le changement de repère dans nos quotidiens de travail renforce encore plus le besoin de bien appréhender le sens, le projet d'entreprise, bien connaître les feuilles de route, de se situer professionnellement. Voilà, donc c'est peut-être ce lien-là qu'on va essayer d'adresser, à savoir pas forcément mélanger les typologies de transformation différentes, mais voir si même les transformations qui étaient à l'œuvre avant le Covid ont pu être approfondies, accélérées, changer un peu de nature dans ce nouveau cadre, sans pour autant mélanger cette typologie des transformations. Si on va directement au résultat de l'étude, alors quels sont les principaux messages que vous en retirez? Bon, alors, le premier message qui m'a sauté aux yeux quand j'ai découvert les résultats de l'étude, c'est une confirmation, c'est le fossé de perception entre les managers, au sens très large, et les salariés. Un fossé de perception parce que quand on demande aux managers s'il y a eu un changement depuis le Covid par rapport au type de transformation et à la vitesse des transformations, à 80%, ils répondent oui. Pour eux, il y a un petit côté unanime. Ils le perçoivent tous. Si on va sur la catégorie ouvrier-employé, seulement 1 sur 2 perçoit ça, plutôt dans les grandes structures. Donc, alors, c'est pas une surprise quelque part, mais
l'étude donne quand même l'impression que le fossé se creuse. Et c'est forcément un questionnement pour nous. Parce que la question, c'est comment on réussit des restructurations, des transformations positives avec cet écart de perception. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il va continuer à grandir? Et puis ce que ça pose également comme question, c'est quels sont les facteurs qui conduisent, et on essaiera d'y répondre, mais quels sont les facteurs qui conduisent à ce fossé? Qu'est-ce qui fait que ça s'agrandit? Ça, c'est le premier grand message, en tout cas. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous recevrez toutes et tous l'étude suite à ce moment, et vous pourrez découvrir le détail des questions. Mais c'est vraiment le premier message, en tout cas le premier grande révélation de l'étude. Un autre message, Charlotte? Oui, alors c'est peut-être un peu décalé. Moi, au tout premier lieu, je me suis demandé si tous ces débats autour du future of work, tout ce qui se jouait justement l'ère du travail post-Covid, était un effet de mode ou si il y avait quelque chose qui se jouait en profondeur derrière ça. On voit que ça embolise toute la littérature américaine, enfin voilà. Et en fait, force est de constater qu'en 2 ans, tout a changé. Tout le télétravail et ses déclinaisons en mode hybride, les processus ont changé en profondeur, les processus de travail, l'automatisation, la digitalisation. On voit aussi que les enjeux liés au développement durable qui se traduisent dans la RSE sont devenus beaucoup plus prégnants. Donc qu'est-ce que ça dit, ça, derrière? Certaines transformations étaient déjà engagées. Exemple, la digitalisation des processus. Déjà, on a vu que tout pouvait se passer à distance. Je pense par exemple, on a un public de RH, le recrutement, qui aurait imaginé il y a 5 ans que tout le full processus de recrutement se ferait quasiment à distance. Et on voit qu'on assiste en profondeur à un changement dans les représentations de l'emploi, dans le rapport au travail. Il y avait quelque chose déjà à l'œuvre, et pour autant, il y a quelque chose qui se joue d'un petit peu différent, dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard. Je vais continuer un peu sur le fossé. Il apparaît également dans l'étude, c'est assez évident, qu'il y a des catégories qui sont les oubliés de la transformation. Alors, des oubliés de la transformation parce que non seulement ils se désintéressent, non seulement ils sont fatigués, et il y a quelques chiffres, je vais vous les donner, qui l'expriment, mais en plus ils ne se considèrent même pas comme impactés. Donc il y a des salariés qui, factuellement, quand on regarde les transformations qu'ils vivent, sont impactés, mais qui ne se considèrent même plus comme impactés. On a l'impression que ça glisse sur eux. Et donc, on n'est plus dans ce qu'on a vécu il y a quelques années dans l'accompagnement des transformations, où on avait une opposition, parfois un débat vigoureux sur des types de transfo. On est dans quelque chose qui est plus qu'un désintérêt, une passivité, et ça interroge. Et donc, la catégorie dont on parle, c'est ouvriers et employés. 2 tiers d'entre eux, quand on les interroge, se disent soit fatigués, soit totalement désintéressés par le phénomène de transformation. Ça ne les concerne pas. Le fossé, il est Paris, province, cadre, ouvrier, grande entreprise, petite entreprise, ou c'est plus compliqué à analyser que ça? C'est plus compliqué. Ça, c'est une des thèses de départ. C'est plus compliqué. Par exemple, le Paris-province, c'est pas si vrai. Bon, dans les grands groupes ou dans les structures présentes à Lyon, à Bordeaux, etc., on est dans le même genre de résultat, le même type de résultat. Donc c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et c'est même plus nuancé que ça en termes de petites entreprises et même public-privé. C'est-à-dire que le phénomène de désintérêt et de fatigue, on le rencontre partout. Pour rebondir sur ce qui vient d'être proposé et creuser cette idée du décalage fossé de perception manager-employé, déjà ça s'inscrit quand même dans un rapport, on le voit, de questionnement, de défiance dans différents champs du pan social. Et ça, je pense que la notion de désintérêt pour l'entreprise, elle peut être approchée d'autres pans d'actualité. Mais si je le prends un petit peu vraiment sur le champ organisationnel, ce qu'on observe en général, c'est que dans toute évolution, dans toute transformation, il y a un décalage de temporalité. Quand vous menez un projet de réorganisation, même de réaménagement des bureaux, que vous vous dites comment je vais faire revenir les gens au travail, etc., vous avez pensé le truc, vous avez formalisé un projet, donc vous avez un peu d'avance en fait sur les collaborateurs, et on se rend compte qu'il y a toujours un décalage de temporalité entre ce temps d'acceptation, d'appropriation qui est relativement incompressible. Et ce qui est intéressant et paradoxal, c'est qu'en même temps on vit dans un monde d'immédiateté, et c'est tout de suite maintenant que je veux que mon rapport au travail soit plus flexible, plus souple, une attention plus personnalisée, etc. Et
pour autant, le processus psychologique même d'acceptation du changement va quand même s'inscrire dans un processus temporel. Donc finalement, la question pour les managers et derrière pour les RH qui les accompagnent, c'est aussi finalement comment on engage et on accompagne les équipes dans ce processus. C'est bien un processus d'accompagnement, quelque chose de l'ordre du changement à petits pas, alors même qu'on est déjà dans le changement. Vous voyez, c'est tout en finesse et en paradoxe, mais je pense que cette question du fossé, on peut la déplacer dans une temporalité qui est un peu paradoxale, mais qu'on peut investir. Cette temporalité, elle s'est quand même carrément accélérée, non, dans les 2 ans de... C'est le cœur de l'enjeu. Elle s'est accélérée, c'est-à-dire Charlotte a raison. Il faut du temps pour s'approprier les choses et en même temps, 3 mois après, une nouvelle transfo est là. Donc finalement, on passe à autre chose. Est-ce que les gens n'acceptent pas plus vite quand même? On a tous été... Oui, bien sûr, mais sans enthousiasme. Et pour ceux qui pensent que l'enthousiasme, c'est important au quotidien, dans les organisations, c'est un problème. C'est-à-dire que est-ce que c'est de l'acceptation ou de la résignation? C'est une bonne question. Et ça me permet juste de rebondir sur un point important, c'est que les attentes qu'expriment les salariés français dans cette étude en termes d'accompagnement sont assez claires. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils se sentent un peu seuls par rapport à ça. C'est-à-dire que les attentes qu'ils placent par rapport à leur manager, elles sont claires. C'est transparence, cohérence, communication. C'est simple. Ils restent sur leur faim sur l'ensemble de ces points. Et puis il y a un autre acteur qui est censé les aider à accompagner ces transfos, c'est les partenaires sociaux. Et on a posé des questions sur le regard qu'ils portent sur les partenaires sociaux. C'est un regard qui est partagé. On est presque sur du 50-50 en termes de positivité du rôle des partenaires sociaux dans les transformations. Et donc, le lien, ce qu'on constate, c'est que le lien des partenaires sociaux avec le terrain s'effrite lui également. Donc le lien managérial s'effrite, le lien avec les partenaires sociaux est moins fort qu'avant. Et donc, il y a forcément ce risque de solitude face aux transformations pour les salariés français. Alors, on peut voir les choses de manière effectivement sous l'angle de l'attentisme et finalement d'un processus plus large de désengagement. Force est de constater que beaucoup d'entreprises ont essayé d'accompagner ces évolutions et pour autant on peut vouloir passer au management hybride sous toutes ses formes et ne pas savoir s'y prendre et finalement faire un peu chou blanc. Et puis d'un autre côté, toujours la question de est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui se joue. Quelque part, ça fait depuis les années 2000 qu'on parle de la mutation du rapport au travail, on a même parlé de fin du travail. Donc ok, on est sûrement en train de vivre une mutation de fond. On parle toujours de ça confirme le besoin d'agilité, tout ça, les nouveaux modes adaptatifs des salariés. Mais je pense que si on prend bien le tournant qui est le nôtre aujourd'hui, ça peut ouvrir des opportunités. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'étude, mais vraiment frappé, c'est que par-delà les tailles, les secteurs d'appartenance, toutes les entreprises semblaient toucher de la même manière, indépendamment de leur spécificité. Alors qu'on sait que la crise du Covid-19 n'a pas touché les entreprises de la même manière, alors qu'on sait que la crise ukrainienne en touche de plein fouet versus d'autres, qu'on est tous confrontés à des pénuries de matières premières, etc., mais aussi à des pénuries de compétences. Et il y a quelque chose qui se joue quand même dans la pénurie des talents, quel que soit le secteur. Enfin, je ne parle pas de la grande attrition à l'américaine ou dans les pays anglo-saxons, mais on est quand même en plein dedans. On n'a plus de profs, on n'a plus d'infirmiers, enfin voilà. Donc il y a quelque chose où effectivement ça nous invite à se mettre à un endroit où on interroge un peu différemment tous ces sujets, et c'est un peu l'espace que vous nous offrez aujourd'hui. Donc, Ce qui me frappe en vous entendant, c'est que c'est quand même... c'est pas la forme. Enfin, je trouve ça dur. Je trouve que le message est dur. Alors, est-ce que... on va redresser la barre, mais le constat aujourd'hui est triste. Voilà, je cherchais mes mots. Est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce qu'il y a, c'est ce qui me surprend en vous écoutant, et je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont surpris, vous, en lisant l'étude, ou est-ce que vous êtes d'accord avec mon côté un peu atterré? Voilà. Atterré, non, trop. Je suis résolument optimiste. Soyez optimiste. Je suis résolument optimiste, donc je ne vais pas me forcer beaucoup. Mais en fait, la question, c'est l'ambition qu'on y met. Si on met, en termes d'ambition, d'embarquer les gens, de mettre de l'enthousiasme, comme je l'écrivais tout à l'heure, oui, là, on est inquiet, parce que c'est pas ce qu'on vit. Après, les transformations, elles existent, elles se passent, et souvent elles réussissent. Donc la question, c'est plutôt le rôle qu'on veut faire jouer au corps social dans ces transformations.
Après, ça, c'est le cœur de notre métier au quotidien, donc c'est pour ça que ça nous interroge. Mais je pense que ça dépend vraiment de l'ambition qu'on met là-dedans. Et puis alors, singularité, la moitié des répondants ont dit que finalement, pendant 2 ans, il ne s'était rien passé. Hein. Ils ont dit que pendant 2 ans, la moitié des répondants a dit qu'ils n'ont pas connu de transformation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, est-ce que dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire de dire que les attentes des gens par rapport au travail ont évolué ? Est-ce que c'était des tendances qui étaient déjà à l'œuvre ? Est-ce que d'autres ont émergé ? Bon, je me place du point de vue de la Croix-Rouge, 25 000 salariés, dont 650 établissements. Voilà. Sur ces 25 000 salariés, vous en avez 8 000 en permanence, mais qui sont des CDD, des intérimaires. Par exemple, je prends les infirmières, ça fait longtemps que ces personnels ont fait le choix d'un autre statut professionnel, le CDD, l'intérim, l'exercice en libéral, qui sont plus vus comme une forme de précarité, mais qui sont vus comme une forme de choix, comme une forme d'autonomie professionnelle. Et le processus s'est sûrement accentué. Je prends un autre secteur, l'exemple des services à l'énergie, de l'industrie. Vous regardez des conducteurs de travaux, des techniciens de maintenance dans l'industrie, dans les services à l'énergie, des ingénieurs, bureaux d'études. Vous voyez que maintenant, contre toute attente auparavant, ils veulent concilier leur équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Donc ça nous amène à nous adapter. Pour donner un dernier exemple, la génération Y, on passe notre temps à se plaindre que les millennials, ils sont plus comme avant, nous au moins on bossait, etc. Moi, je pense que ça nous amène à nous dire finalement, nous, comment on s'adapte aussi à ces changements. Est-ce qu'on est les vieux crocodiles, les vieux dinosaures qui passons notre temps à regarder, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire d'écouter les attentes des salariés aujourd'hui, enfin des personnes au travail, de leur rapport au travail ? D'une part, ok, on entend qu'il y a besoin d'une plus forte personnalisation, d'une plus grande flexibilité de l'organisation du travail, une organisation du travail plus individualisée. C'est possible, pas possible ou quoi ? Les gens veulent plus de temps pour se former, ça ressort beaucoup. Et là derrière, on se dit finalement, est-ce que nous on est prêt à penser l'organisation, les systèmes de manière différente, à travailler avec différentes modalités d'emploi. C'est une question d'organisation, c'est pas une question RH, c'est une question de business model, pas une question strictement RH. Est-ce que je suis prête à travailler avec des libéraux, des infirmières libérales, des plateformes de CDD, comment malgré tout je redonne un sens ? Et il y a quelque chose qui est aussi important quand on regarde les différentes études. Vous avez 4 personnes sur 10 qui disent que si c'est possible, ils préfèrent télétravailler. Régulièrement, 2 jours par semaine en moyenne. Vous en avez 1 sur 3, donc c'est énorme, qui vous disent qu'ils veulent du sens au travail, de l'intérêt, du sens au travail. Donc je pense qu'on ne peut pas décorréler aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, à la fois cette espèce de distanciation vis-à-vis des grands corps, la politique, les médias, l'entreprise, les syndicats, etc. Et en même temps, moi, en tant que personne, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui fait partie de ma vie, avec un sens renforcer à mon travail, un intérêt, quelque chose où je me reconnais et dans une vie qui reste la mienne avec une articulation plus forte de mes équilibres perso et pro. Donc je pense que c'est une opportunité pour aller de l'avant en ce sens. Est-ce qu'il y a une ou deux questions sur l'étude et directement sur ces premiers résultats qu'on vient d'apercevoir ? Après, sur la table ronde, il y aura un autre temps de questions, mais si vous avez une question spécifiquement sur l'étude, je serais ravie de la prendre maintenant. Il n'y a pas de questions. Super. Je te passe un micro. Merci beaucoup. On vous voit très mal, il faut beaucoup bouger si vous avez des questions. Il y a un temps de décalage normalement, mais c'est le micro qui ne marchait pas. Ouais, merci. Bonjour, merci pour cette présentation. Je me posais la question, est-ce que vous constatez un écart entre les personnes qui ont continué à travailler de manière constante durant les périodes de confinement ? Vous évoquiez les conducteurs de travaux, les TP ont continué à tourner, vous évoquiez les professions médicales, ils ont plus que tourné, et les personnes qui se sont retrouvées, notamment on parlait en télétravail 100%, est-ce qu'il y a un écart conséquent sur le retour ? Est-ce que vous avez les éléments dans l'étude pour le suivre ?
C'est bon, j'ai peur de faire des bruits. Oui, alors, on constate un écart. C'est difficile d'être précis sur les gens qui continuent à travailler ou pas travailler, parce que ce n'est pas une question qu'on a posée en tant que telle. Et en plus, c'est assez difficile, puisque continuer à travailler, combien de temps, 100%, etc. Mais, ce qu'on constate quand même, c'est qu'effectivement, le sentiment, la perception de cette accentuation des transformations, de changement de monde, etc., il existe plus fortement chez les gens qui se sont arrêtés. Et donc les catégories socio-professionnelles qui étaient plutôt en télétravail et qui sont arrêtées plutôt par rapport aux catégories qui ont continué à travailler. Ça, c'est certain. Je parlais des ouvriers, des employés. Si on va sur les secteurs, c'est très marqué. Donc effectivement, et ça, peut-être que ça montre, vous avez raison, là, on n'a pas poussé cette analyse, et je trouve ça super intéressant. Peut-être que ça montre justement que de rester dans l'action, bah, en fait, je me pose moins de questions sur est-ce que tout est en train de bouger autour de moi ou pas. Et le changement, je le vis, mais très différemment. Donc c'est une très bonne question et je pense que ça pousse à analyser plus finement ces questions-là. Charlotte ? Et en même temps, marche plus. Si, c'est bon. Pardon. En même temps, toutes les entreprises ont été impactées dans leur rythme et dans leur mode de production. Donc, on reparlait des conducteurs de travaux ou des techniciens de maintenance. Les choses se sont arrêtées. Là, ils sont impactés de plein fouet par la crise des matières premières, la crise de l'énergie, etc. On le voit aussi dans le champ de l'immobilier. Les processus de construction sont ralentis. Et tout ça, finalement, interroge. Quand vous voyez des carnets de commandes que des employés arrêtent en fait en se disant le coût de l'essence est trop cher en ce moment pour que j'aille travailler, c'est pas neutre en fait. Enfin, c'est vraiment pas neutre. Donc je pense que on dit ce qui est bizarre, c'est qu'on dit à la fois il n'y a pas eu de transformation et c'était des tendances déjà à l'œuvre, et en même temps on dit il y a quelque chose qui a profondément changé pour tout le monde. Et les deux semblent contradictoires mais sont vrais également. Enfin, et comment on adresse ça ? Je crois qu'il y a une autre question. Oui, bonjour, vous avez... Oui, bonjour, vous avez indiqué qu'il n'y avait pas de différence Paris-Province, grande, petite entreprise ou selon les secteurs. Question, est-ce que vous avez relevé ou pas une différence entre les réponses des hommes et des femmes? Pourquoi je pose la question? Parce qu'on peut imaginer qu'en tout cas dans le passé, le rapport au travail des hommes et des femmes n'était pas le même. Et donc, ça serait intéressant de savoir si aujourd'hui, avec cette évolution, il reste différent ou au contraire, il devient plus proche. Alors, donc, sur le Paris-Province, je te dis que pour nuancer, les différences ne sont pas notables tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à créer de règles d'analyse. Si je reviens sur votre question, c'est intéressant parce que je m'étais noté quelques éléments justement sur ce lien-là et spécifique. Oui, il y a des différences par rapport au regard que portent les femmes, effectivement. Il y a deux éléments principaux que je m'étais noté justement en point saillant de l'étude. Le premier élément, c'est que les femmes, globalement, leur attente première, exprimée dans l'étude, c'est le bien-être au travail. C'est beaucoup plus fort chez les femmes et dans le secteur public que dans le secteur privé, que chez les hommes ou chez les cadres, par exemple. Donc c'est la catégorie qui sort numéro 1 en attente sur le bien-être au travail, bien avant d'autres éléments de motivation qu'on a pu citer dans l'étude. Ça, c'est un premier point qui est notable. Le deuxième point qui est notable, c'est que les femmes, c'est la catégorie socio-professionnelle, enfin la catégorie qu'on a analysée plutôt, qui est la plus critique sur le rôle des partenaires sociaux. Donc ça a été un vrai moment d'étonnement pour nous. C'est la plus critique. Les partenaires sociaux sont jugés positivement par 54% des gens, et les femmes sont plutôt à 59% à juger négativement leurs actions. Et quand on creuse un peu, c'est notamment parce qu'elles pensent qu'ils n'ont pas assez saisi les enjeux de parité et les enjeux de bien-être au travail. Donc ça, c'est fait deux éléments de spécificité du public des femmes par rapport aux réponses sur l'étude. Pour une DRH, il y a aussi une question que ces 2 ans sont venus interroger. C'est que finalement, on nous pose toujours des questions ça renforce la question d'accueil de la diversité et de l'inclusion. Et ça me permettrait de prendre le contre-pied. Pour moi, l'inclusion, c'est de ne pas faire de différence. Donc, quel que soit le type de diversité dont on parle. Mais du coup, ça vient questionner de plein fouet cette notion du rôle des RH par rapport à ces problématiques d'inclusion et de diversité que l'on parle de l'organisation du travail sur le terrain ou du management hybride. Alors, on reprendra des questions tout à l'heure. Je voudrais peut-être qu'on conclue sur l'étude. Justement, vous parliez du rôle des RH. Alors, est-ce que, au regard de l'étude, vous auriez 1 ou 2 conseils directement adressés aux ressources humaines en entreprise? Charlotte.
Je pense que les RH ont un rôle majeur qui est, dans cette crise, le rôle du management s'est renforcé, il me semble. On a besoin, quand on est à distance, on a besoin de manager plus et mieux. Pourquoi ? Enfin, faire comme avant, mais en plus et en mieux. Pourquoi ? Parce que quand il y a eu des évolutions, quand il y a des changements, quand il y a des transformations, et même dans le day-to-day, quand on est plus à distance ou quoi, les gens ont besoin d'avoir un cap, du sens, une feuille de route, de pouvoir la comprendre, la partager, de s'y impliquer. Donc voilà, en termes de motivation, de cohérence, voilà. Et puis dans ces nouveaux modes de travail, on voit que les managers sont amenés aussi à plus déléguer peut-être, à plus responsabiliser. Voilà, donc je pense que le triptyque motivation, délégation, sens, communication, enfin, tout ça c'est des choses importantes. Après, il y a un deuxième point qui est de dire on multiplie les outils, on digitalise les processus, c'est fondamental, c'est plus agile, c'est le terme à la mode, ça va plus vite, etc. Ça ne doit pas nous faire perdre la qualité des relations humaines. Et c'est pas antinomique. Les gens n'ont jamais autant exprimé le besoin de reconnaissance, de soutien, d'accompagnement. Et je pense que c'est important. Enfin, il me semble que les RH ont un rôle à jouer justement pour aider leurs patrons, les managers intermédiaires, etc., à appréhender les organisations en intégrant des nouvelles formes de travail, en intégrant des nouvelles formes d'emploi. Comment on travaille différemment avec des gens qui sont indépendants, qui sont en intérim, qui sont en CDD, comment on refait vivre de la cohésion et de la cohérence, mais toujours autour de quel est notre axe de travail, notre feuille de route, la place de chacun. Enfin voilà, donc en clair, le rôle du management pour moi c'est fondamentalement renforcé. Et les RH ont pour rôle de permettre ce changement de paradigme, cet accompagnement, et de le traduire en fait dans les faits. Un conseil, Raphaël ? Pas facile de donner un conseil comme ça synthétique, mais si je devais citer 2 mots-clés pour moi, le premier c'est proximité. Je pense que plus que jamais, ce que nous montre l'étude, c'est qu'il y a un besoin de proximité, de retisser du lien, quelle que soit la manière de le faire. Il faut retisser du lien, il faut retourner en proximité. Ça c'est le premier point. Deuxième point qui nous interroge tous, RH, consultants, enfin tous ceux qui sont intéressés par les sujets d'engagement, de mobilisation, c'est que je pense qu'on ne peut plus faire comme avant. Les collaborateurs se disent lassés, stressés, fatigués du nombre de sollicitations. Et donc, ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire les solliciter beaucoup, les faire réfléchir, les faire participer, alors, il faut toujours avoir ça en tête, mais je pense qu'on est quand même arrivé à un moment où il faut se réinterroger sur les manières de les impliquer, parce qu'ils sont sursollicités, et cette sursollicitation crée une forme d'overdose de transformation, et il faut tous qu'on s'interroge là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais demander aux participants, aux intervenants de la table ronde de venir me rejoindre. Charlotte, je vous garde. Après l'installation, je vais pouvoir vous présenter les intervenants de cette table ronde. Alors, Charlotte, je rappelle que vous êtes DRH de la Croix-Rouge française. À vos côtés, Cécile Desman-Henel, vous êtes DRH Unité et Produits Owners chez Alliance. Alors, on va essayer de réparer les micros qui ne marchent plus. Normalement, si on trouve un micro de plus, ce serait bien. À vos côtés, Michael Nkawa, bonjour. Vous êtes DRH de la division industrie au sein du groupe Daher. Alors, je rappelle que c'est un groupe familial industriel qui réalise un chiffre d'affaires d'à peu près 1,2 milliard d'euros pour 10 000 collaborateurs. Voilà. Vous êtes spécialisé dans l'aviation et nous verrons que c'est un point important. L'aéronautique, pardon. Je suis... Enfin... Non, mais... alors, vous êtes 3 DRH et à vos côtés, j'ai envie de dire plutôt un observateur. Bernard Vigier, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Donc, c'est un organisme qui a été créé en 1969, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes au carrefour des relations sociales entre les entreprises, leur environnement à la fois syndical et patronal. Alors, c'est vrai que je vous demanderai un regard peut-être un peu critique, une analyse un peu en décalé de ce que vivent au quotidien nos DRH. Alors, je voulais commencer en reprenant le titre de la table ronde, qui est un peu une taquinerie. Voilà, réorganiser son entreprise, est-ce vraiment indispensable? Alors, il y a eu des cris du cœur, il y a des gens plus tempérés, peut-être, Michael, sur un cri du cœur.
Oui, clairement, c'est très très important que l'entreprise elle soit en mouvement, qu'elle soit constamment en train d'essayer de s'adapter à ses contraintes externes, à son environnement, que ce soit sur le plan de son modèle économique, de son modèle social, organisationnel également, parce que si elle ne le fait pas, petit à petit, elle va commencer à se scléroser. Et petit à petit, elle va commencer à décliner lentement jusqu'à potentiellement arrêter ses activités. Et globalement, il ne faut pas avoir peur du mot. Une entreprise peut finir par mourir si elle ne s'adapte pas et si elle ne se transforme pas. Bernard, je vous voyais opiner. Oui. Oui, parce que la question réorganiser son entreprise, est-ce vraiment indispensable? Ce n'est pas une question, c'est une évidence. Bien évidemment, et l'étude qui vient d'être présentée par Mazars l'indique bien, la période Covid a été un formidable accélérateur des problématiques, des exigences. Les exigences, elles sont diverses. Nous avons besoin toujours de nous adapter à la pression des nouvelles technologies. Et c'est bon. Et on voit bien d'ailleurs que ces nouvelles technologies nous ont contribué à surmonter la crise Covid. Il nous faut également relever des défis, le défi de la transition écologique, qui est une marque de volonté plus qu'une exigence venue du terrain. Naturellement, la planète se détruisait toute seule. Donc il faut prendre en compte cette exigence. Et ça vient de nous, ça ne vient pas de l'environnement. Et puis, ça a été dit aussi dans l'étude, les attentes des générations, la façon de s'organiser. Donc forcément, l'entreprise est un corps vivant qui réunit, qui forme une communauté humaine faite d'individus, de collectifs qui eux-mêmes ont des capacités et des volontés d'agir différemment. Donc oui, bien évidemment, c'est absolument indispensable. Après, la question, c'est comment ? Cécile, est-ce que c'est plus vrai aujourd'hui qu'hier, hein, cette nécessité, ou est-ce que, enfin, écoutez Bernard, c'est un peu intemporel, la nécessité d'évoluer ? Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Non, c'est ce micro-là. Si, c'est bon. Oui, effectivement, se transformer, c'est une évidence depuis de nombreuses années. C'est ça qui rend une organisation vivante. Et puis, il y a un impact extrêmement fort de l'attente des consommateurs. Parce que si on se transforme en tant que salarié, on a des consommateurs, des clients qui vont attendre des processus et des parcours clients complètement différents, qui viennent bousculer notre informatique, nos processus de commercialisation, nos processus de production. Donc l'ensemble de l'entreprise est amené à se transformer, et ça fait assez longtemps que ça s'est accéléré. Et puis quand vous avez, alors nous c'est 9000 collaborateurs qui vous disent au lendemain du premier confinement, plus jamais comme avant, ils ont compris qu'on pouvait travailler autrement, ça a marché, d'ailleurs ils ont été les héros de ce premier confinement, parce qu'en quelques jours ils ont réussi à travailler 100% à domicile, alors que la plupart d'entre eux ne l'avaient jamais fait, et ils vous disent plus jamais comme avant. En même temps, vous avez déjà fait évoluer vos façons de travailler, vous êtes passé en mode agile, vous avez créé des structures hiérarchiques simplifiées pour être plus lean, plus agile. Et donc, comment vous arrivez à transformer tout ça dans un modèle à distance qui s'installe dans le temps, qui s'hybride, et où finalement on doit continuer à apprendre à fonctionner autrement pour gagner à la fois en productivité, mais aussi en bien-être au travail. Et donc, on voit bien qu'il y a de nouveaux paradoxes. Et donc pour moi, un des grands enjeux des années qui viennent, des mois et années qui viennent, c'est comment est-ce qu'on s'approprie ce nouveau paradoxe où finalement on veut être loin parce que personnellement c'est mieux, donc loin des yeux, mais près du cœur, parce que si on n'est pas près du cœur, on est moins engagé et on est moins performant. Je rajouterais peut-être quelque chose, ça peut sembler un peu vertigineux si on voit tous ces enjeux de transformation. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue dans le plus jamais comme avant, c'est comment on renouvelle, on réitère, on pose différemment les questions d'engagement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, je fais toujours le parallèle entre l'engagement, vous voyez, l'attentisme, le repli, les risques de désengagement qui peuvent être qui connotent avec les questions d'engagement sociétal, l'engagement bénévole. Je m'occupe aussi des 60 000 bénévoles, enfin tout le support RH des bénévoles, recrutement et formation des bénévoles. Il y a 60 000 bénévoles. On voit bien qu'il y a une érosion des formes d'engagement qui est à l'œuvre depuis de nombreux temps. Et puis, quand on est sur des problématiques de recrutement, de personnel de terrain, etc., avant, on recrutait sans problème des travailleurs sociaux. Voilà. Aujourd'hui, on y arrive moins. Les enseignants, on le voit. Est-ce qu'on est dans une ère où il y a des crises de vocation ? Quelle est la problématique derrière ? Donc, je pense qu'on peut faire le lien
entre le pont, le lien, entre les problématiques de réorganisation permanente et ce que je disais autour du sens et de la notion d'engagement. Comment on réinvente cet engagement au travail en respectant le paradigme de chacun. Je voudrais revenir sur la nécessité de se réorganiser et le lien avec les nouvelles générations. Vous avez évoqué une fois ou deux les jeunes. Est-ce que c'est l'un des facteurs majeurs, à la limite plus que le Covid, on a vu que c'était... Mais aujourd'hui, vous sentez cette pression ? Clairement. Clairement, aujourd'hui, les attentes des jeunes changent. Et il faut absolument que l'exécutif se saisisse de leurs attentes pour pouvoir apporter une réponse. Et nous, on a été, au sein du groupe Daler, extrêmement challengés par notre conseil d'administration. C'est un groupe à actionnariat familial. Dans Corps Daler, vous avez 500 actionnaires, vous avez 250 jeunes. Et au travers d'eux, le conseil d'administration nous demande quelle est la stratégie People des prochaines années, comment on s'inscrit dans la partie ESG, comment on va le suivre. Et c'est extrêmement important parce que au final, l'enjeu des prochaines années, c'est d'avoir la compétence au bon endroit, c'est de conserver nos talents. Et il faut que toute cette stratégie, elle soit bâtie autour de leurs attentes, puisque finalement, nous, on le voit dans l'aéronautique, on a beaucoup de seniors et qui vont partir en retraite, et ce sont eux qui vont prendre le relais. Donc il faut qu'on puisse les garder et répondre à leurs attentes et au sens qu'ils attendent. C'est drôle parce que vous avez répondu conseil d'administration, actionnaire, et je m'attendais à une réponse plutôt recrutement, jeune embauché. Alors, de l'autre côté, est-ce qu'on a la même pression chez les jeunes embauchés et des contrats qui ne signent pas parce que peut-être... Alors ça va être complémentaire. En fait, dans les entretiens de recrutement aujourd'hui, la question du modèle de travail, est-ce qu'on peut télétravailler dans votre entreprise, est posée à chaque fois. Et ça devient un des éléments de décision. Est-ce que cette entreprise, elle va être effectivement sur une politique responsable à tout point de vue? Est-ce qu'elle est inclusive? Est-ce qu'on y travaille de manière plus autonome? Et est-ce qu'on fait confiance aux gens de façon à ce qu'ils puissent télétravailler une partie de leur temps? Et donc, les jeunes diplômés aujourd'hui qui arrivent avec un petit bagage, ils arrivent sur un marché tendu. Donc, ils sont sur une position où ils ont potentiellement plusieurs offres. Et du coup, nous, on va mettre en valeur un modèle, on va mettre en valeur de la confiance, un potentiel de développement. Et je crois que pour, quelque part, les séduire, leur donner envie de venir chez nous, il faut beaucoup mettre en avant des choses autour de comment on travaille ensemble. Et ça, c'est ce qui va leur permettre de rentrer. Mais après, la question, c'est qu'est-ce que vous faites 2 ans plus tard ? 2 ans plus tard, si vous êtes capable de leur proposer un projet professionnel et de les engager dans un processus de mobilité, c'est plus compliqué parce que le marché est tendu, ils vont avoir envie d'aller ailleurs. Et dans un monde où on se voit moins, tout l'aspect réseau, l'aspect informel qu'on évoquait tout à l'heure, ne satisfait plus cette partie qui est la mobilité dans l'entreprise qui se fait par réseau. Et donc tout notre enjeu, par exemple, c'est aussi de construire des liens transversaux dans l'entreprise pour que ces jeunes entrants qui nous rejoignent, ils aient une perspective à 2, 3, 5, 10 ans. Et qu'à la fois on les garde et qu'on les développe en même temps. Et pourtant, si on prend un petit point de vue décalé, quand on interroge les jeunes fondamentalement, certains vont vous dire moi je veux un management qui me fait confiance et puis je veux articuler mes équilibres. Rien de fou, hein. Enfin, c'est aussi une attente des moins jeunes. Et je pense qu'on a aussi une représentation de ces jeunes qui peut être un tout petit peu décalée ou quoi. Et soit on subit leur nouveau rapport au travail, leur nouvelle manière de se comporter, soit on essaye d'en faire quelque chose de différent. Je reviens sur mes populations de terrain. Je rencontre des managers de proximité, notamment, j'en ai connu aussi quand j'ai bossé 20 ans dans l'industrie et j'y retournerai sûrement, mais des managers qui vous disent, bon, moi je trouve plus les équipes que j'avais avant, nous quand on était plus jeunes, on voulait gagner mieux notre vie, on voulait, voilà, et on était prêt à bosser 11-12 heures par jour. Aujourd'hui, alors voilà, j'arrive pas à recruter mes 4 techniciens, je leur dis mais pourquoi vous n'en recrutez pas 8 et pourquoi vous faites pas 2 contrats et pourquoi vous organisez pas différemment les choses. Là j'ai la problématique des primes de nuit avec les infirmières, pourquoi on ne sort pas du cadre. Et je pense que notre capacité à faire un pas de côté en termes d'organisation, et encore une fois de modèle économique, de modèle opératoire, de modèle de fonctionnement, notre capacité à entendre ça et à nous-mêmes être un peu agiles, c'est une manière aussi de répondre à ce besoin d'agilité qu'on demande aux autres, quoi. Bernard,
Bernard, je vous voyais sourire. Alors, il faut faire un pas de côté. Vous voyez les entreprises faire ce pas de côté. Et ce qu'on voit aussi, on reviendra là-dessus, mais ce qu'on voit les organisations syndicales faire le pas de côté aussi. On a entendu tout à l'heure qu'elles étaient un peu critiquées. Alors, est-ce qu'on est prêt à évoluer dans nos têtes et à sortir du cadre? Alors, je souriais, pas par rapport à ce qui venait d'être dit. Ce qui venait d'être dit était parfaitement pertinent. Je souriais par rapport au décalage que je ressentais et que nous pouvons ressentir entre cette exigence des entreprises à changer. C'est une exigence naturelle. L'entreprise, c'est un lieu de changement. Le capitalisme, c'est la vie, avait dit il y a une trentaine d'années le révérend père Bruckberger. Donc, à un moment où, effectivement, le capitalisme était perçu comme une sorte de domination. Bon. Et nous avons un décalage entre cette exigence de changement des entreprises, ce besoin de travailler et de vivre différemment, mais c'est une évolution lente, mais continue, qui apporte, et ça vient d'être dit, des modifications dans les façons de voir les salariés, de les accueillir et de les garder, et puis un décalage avec les groupes, les masses, les peuples. Nous sommes, regardez l'actualité politique, dans une dialectique terrible entre l'exigence du changement et le besoin de conservation. Si on change trop vite, eh bien, on a des replis, on a des retours, on a des crispations, on a des nationalismes. Bien, dans le monde du travail, on vit également ça. Quand on veut aller trop vite, quand on veut changer, on se trouve confronté à des phénomènes de rupture, de rejet, de refus. Et si les organisations syndicales ne jouent pas suffisamment, comme les managers de proximité, leur rôle de conduite, d'accompagnement, de maîtrise du changement, quand les directions vont trop vite et que la base ne suit pas, il y a des ruptures. Le phénomène des gilets jaunes, il est extérieur aux entreprises. Les entreprises ne sont pas garanties d'être épargnées de ce phénomène pour les siècles à venir. Nous avons des ruptures en puissance aujourd'hui. J'ai en tête une très grande entreprise, plusieurs dizaines de milliers de salariés, où sur les 10 sites de production, il y a des phénomènes gilets jaunes. Les managers de proximité sont mis sur la touche, les organisations syndicales ne voient rien venir, et des générations d'intérimaires, de CDD, d'entreprises sous-traitantes bloquent la production. Ces catégories-là représentent dans cette entreprise, sur certains sites, plus de la moitié des personnes qui travaillent sur le territoire. Donc nous avons besoin, je ne veux pas être trop long, mais nous avons besoin de bien travailler ce maître mot qui a été dit d'ailleurs dans le rapport, dans l'étude Mazars, le besoin de proximité. C'est vraiment le mot-clé pour gérer cette dialectique entre exigence du changement et besoin de conservation. N'oublions pas que la notion de peuple est une notion importante et noble. La notion de foule est inquiétante. Hein. Hugo le disait, souvent la foule trahit le peuple. Il faut construire le peuple, il ne faut pas lâcher le changement aux pulsions de la foule. Alors, Michael, très concrètement, comment on réorganise un peuple comme Daher? C'est pas toujours simple parce que des réorganisations et des transformations, il y en a de plusieurs types. Donc, en fonction aussi des valeurs de l'entreprise, de la raison d'être de l'entreprise, on peut être plus ou moins coercitif. Nous, on a eu plusieurs types de transformations. On a vécu dans l'aéronautique une crise majeure où à un moment donné, il a fallu engager une réorganisation coercitive, donc un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, on va pas refaire l'histoire du groupe Daher, mais là, vous parlez directement de la crise Covid, on est d'accord. Exactement. Suite à la crise sanitaire, on était englués, les cadences de l'aéronautique baissaient, et donc il a fallu se réorganiser. On a été obligé d'engager un PSE, et c'était la première fois dans l'histoire du groupe qu'il y avait une réorganisation de cette ampleur-là. Et on a décidé de prendre un petit peu le contre-pied. Moi, j'ai travaillé 10 ans comme consultant où j'avais beaucoup accompagné. Et là, on a fait quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une phase de co-construction et de concertation avec les partenaires sociaux, avec le médiateur qui les accompagnait. Et donc, on a défini le cadre avec eux. On a défini le cadre des mesures sociales, on a défini les règles du jeu, on a défini ce vers quoi on pouvait aller en fonction des moyens que l'on avait, on les a embarqués, on a embarqué le management au travers d'une histoire qui était tout simplement la survie du groupe. Et finalement, ça s'est conclu par un accord signé à l'unanimité par les organisations syndicales. Et il faut se mettre un petit peu à leur place. 5 organisations syndicales majeures qui signent un accord portant sur un PSE pour 1300 personnes, c'est osé. C'est très, très osé. Donc, un mot à retenir, co-construction,
concertation, pas forcément cogestion, parce qu'il faut être extrêmement prudent avec ça. Mais voilà, ça c'est un premier type de réponse. Et après, 2 autres exemples plus à froid, très rapidement. On a lancé un baromètre social. On a interrogé les 6000 collaborateurs en France pour justement attendre leurs attentes, mettre en place des plans d'action et voir un petit peu ce qu'ils attendaient. Et globalement, ce qui est dit dans l'étude, c'est globalement ce qui ressort des attentes des collaborateurs, du sens, des meilleures conditions de travail. Bon, aujourd'hui, on a le sujet du pouvoir d'achat qui émerge, et ça, c'est normal. Mais, et derrière, c'est comment on va s'engager en termes de communication et de plan d'action dans les territoires pour justement mettre en place des choses dans lesquelles ils se reconnaissent et ils se sentent embarqués. Je reviens juste sur la partie PSE. Enfin, c'était donc il y a 2 ans. Depuis, vous avez réembauché beaucoup. Enfin, depuis, vous avez pu récupérer une partie des salariés. Vous n'avez pas encore de besoin. Enfin, je sais que ça redémarre chez vous, mais je ne sais pas où vous en êtes dans la reprise. Si, la courbe de la reprise, elle s'engage. Elle s'engage de façon extrêmement forte de par les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, dans l'aéronautique, on a une supply chain qui est très, très en difficulté. On a une problématique de compétences qui est extrêmement forte. Et donc, il faut manager ça. Et c'est vrai que dans certains territoires, sur certaines compétences, on a réembauché des gens qui étaient partis. Parce qu'effectivement, et ça c'est ce qu'on dit, une réorganisation, ça s'anticipe, ça se prépare, et parce que vous pouvez vite tomber dans le sens inverse de planter votre organisation tout simplement, et ça coûte extrêmement cher, et on est extrêmement challengé là-dessus. Donc aujourd'hui, voilà, il faut, après les sorties, après des arrêts d'activité, il faut repartir, il faut réembarquer le collectif, il faut raconter une nouvelle histoire, il faut que les gens adhèrent à cette nouvelle histoire. Et on s'aperçoit qu'une réorganisation mal gérée, et nous, effectivement, il y a des endroits où ça a été beaucoup plus compliqué que d'autres. On a eu des départs non souhaités, on a des talents qui sont partis à la concurrence. Et puis aujourd'hui, en tant que DRH, clairement, quand vous avez un talent, quand vous avez un manager de bon niveau qui part, vous tremblez un peu. Parce que, vous ne savez pas si vous allez retrouver quelqu'un du même niveau, et vous ne savez pas aussi à quel prix vous allez le retrouver. Charlotte, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir. Alors, en prenant, nous aussi, on a vécu 2 réorganisations. Mais je voulais prendre un exemple très contextué par rapport à la crise et que la crise a accentué dans nos secteurs, mais à l'instar, par exemple, de ce que vit la restauration en ce moment. Vraiment problématique de recrutement, de pénurie de personnel. Nous, on est un acteur privé non lucratif. Moi, j'ai été appelée il y a 4 ans à la Croix-Rouge. Le DG m'a dit ça fait 20 ans qu'on tourne en rond dans nos mêmes problématiques. On a des fonds, on a des pressions diverses. Et il faut réinventer le modèle social, managérial, opérationnel pour redonner une dynamique d'engagement, etc. L'un des leviers sur lesquels je devais agir, et c'était la quadrature du cercle, c'était la politique salariale. Comment vous faites quand tout est contraint, rien n'est possible. Enfin, voilà, donc il fallait trouver un autre levier. Et j'ai fait le lien entre la politique salariale et dans certains secteurs avec le Ségur, ça a été criant. On avait des décalages. Vous savez, le Ségur de la santé qui a été apporté d'abord aux fonctionnaires fonction publique. Moi, je me retrouvais pour une aide-soignante avec 200 € net de décalage à la fin du mois sur la fiche de paye. Autant vous dire que je pouvais faire ce que je voulais, mettre des oreilles de mini, ça passait pas. Donc comment vous faites dans ces cas-là? C'est parfois des réponses un peu décalées, extrêmement simples. J'ai pris mon bâton de maréchal, je me suis pris les 300 managers clés et je leur ai fait faire, je n'ai pas dit ça comme ça quand même, du workforce planning. Vous voyez, comment concrètement on projette les effectifs, comment on va organiser la gestion des remplacements, gérer l'absentéisme, redonner du sens au travail, gérer des montées en responsabilité, en autonomie des personnes pour pouvoir les faire garder, respecter et accepter qu'elles travaillent différemment. Enfin, en vrai, ouvrir les chakras avec une approche hyper organisationnelle, budgétée et de la projection court terme. Alors évidemment, je n'ai pas appelé ça workforce planning, voilà. Mais en fait, c'est ça. C'est finalement comment on arrive à inventer des réponses pragmatiques bien sûr, on est engagé au niveau des acteurs de la branche pour faire une convention collective unique de branche, etc. pour les 3 millions voilà, je passe régulièrement mon temps sur ces sujets, mais comment derrière ça, on répond de façon hyper terrain, hyper opérationnelle aux enjeux qui se posent aujourd'hui. Et je pense que la crise, je donne cet exemple parce que je sais que la restauration est en plein dedans, parce que je sais que dans le bâtiment, il y a aussi d'autres enjeux, dans l'industrie aussi, sur les métiers techniques en particulier. On ne forme pas, il y a vraiment un décalage entre l'offre
l'offre et la demande, on ne forme pas suffisamment de ressources par rapport à nos besoins. Enfin, on le voit sur les métiers techniques en France, par exemple. Ça interroge beaucoup. Donc, il va falloir qu'on, nous, en tant que RH ou je ne sais pas, mais qu'on arrive à sortir du cadre, à sortir de nos silos d'expertise pour pouvoir prendre le sujet de façon très opérationnelle aussi. Et le rôle des RH est aussi celui des managers. Je voulais peut-être revenir, Cécile, sur la place du manager aujourd'hui, et en particulier sur un mot qui est un peu tabou peut-être, qui est celui de l'autorité. Est-ce qu'on peut encore employer ce mot en parlant de management ? Alors, on parle plus de leadership, parce que d'abord, la question de l'autorité, c'est finalement l'entreprise qui définit des missions, il y a un contrat de travail, et ensuite les deux parties vont le respecter. Si on accorde de l'autonomie et de la flexibilité, vient se poser la question de à quel moment je suis plus efficace. Est-ce que je suis plus efficace depuis mon domicile parce que j'ai économisé dans mes temps de transport, que c'est calme chez moi et que j'ai un travail plutôt autonome et sédentaire? À ce moment-là, je vais légitimement demander un télétravail plus important. Et je sais le justifier. Mais au moment où je vais par exemple avoir un client très dur, je vais me retrouver seule face à la charge émotionnelle. Après cet échange en ligne, par exemple, face à une difficulté à laquelle je ne m'attendais pas, face à un problème à résoudre qui est plus complexe, je me retrouve seule également. Et face à ce moment où finalement j'ai besoin de gérer ma journée de travail, je ne peux plus m'appuyer sur mes collègues pour la gérer ensemble. Donc je suis seule, on l'évoquait tout à l'heure. Inversement, on voit bien que le manager de proximité, lui, il veut créer une relation de confiance avec ses collaborateurs. Donc les décisions qu'il doit prendre sont légitimes, elles doivent être acceptées par l'équipe. Et on lui fait porter effectivement l'organisation de la vie de l'équipe sur ses épaules. Et pour ça, il faut l'équiper. Ça veut dire quoi organiser une équipe? Ça veut dire quoi savoir dire oui ou savoir dire non? Donc on a finalement pour moi, et côté collaborateur et côté manager, un vrai apprentissage de l'autonomie au sens de l'organisation dans la journée de travail. Moi j'ai aujourd'hui des collaborateurs qui disent mais il n'y a pas de fin quand je suis à la maison. Donc on travaille que sur des techniques. Et on a lancé un projet la semaine dernière autour de organiser ma charge de travail si je suis manager, si je suis collaborateur, et ça remonte à tous les niveaux de l'entreprise, pour réguler, prioriser autrement. Et donc développer cette autonomie à tous les niveaux, mais ça veut dire aussi le pouvoir de dire oui et le pouvoir de dire non. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se joue. Et je voudrais rebondir sur un point qui est important. On a beaucoup évoqué au tout début de votre recherche le fait que les gens étaient finalement sur une logique un peu résignée. Et le fait qu'ils se sentent aussi sursollicités avec l'infobésité et tout ce qu'il y a derrière. Je crois profondément que quand on ne va pas chercher les gens, on passe à côté. Et donc, typiquement, dans tout projet, y compris celui qu'on vient de lancer sur l'accompagnement de la charge de travail, on va chercher les gens. Mais on va vraiment les chercher, on leur demande de participer activement. Et là, l'engagement qui est pris par la fonction RH qui animait ce type de projet, c'est que leur temps aura une valeur certaine. Donc je vous engage, mais je respecte votre temps. Si c'est 50 minutes de réunion, c'est 50 minutes ultra actifs, animés avec un vrai leadership. Et donc c'est ça finalement la contrepartie. Bernard, vous vouliez réagir? Oui, ce que nous avons vécu avec la période Covid et le télétravail ne montre pas une crise de l'autorité, même si on a vu des managers dire « mais je suis inquiet, je n'arrive pas à les surveiller, à les ordonner, à savoir ce qu'ils font ». En fait, nous avons toujours besoin de managers qui savent développer leur autorité, mais leur autorité dans le sens étymologique du terme. Exercer l'autorité, c'est pas ordonner, c'est pas mettre en rang d'oignon, c'est pas regarder d'en haut vers le bas, c'est au sens littéral du terme, au sens étymologique du terme, c'est augmenter, aider les personnes effectivement à augmenter leur capacité à faire. Et c'est là où la notion d'autonomie prend son sens. Gérer une équipe en télétravail, et alors, où est le problème? Le problème, il est simplement dans la capacité. Donc, il faut les former, les managers dits de proximité, et l'ensemble de la ligne managériale, à gérer effectivement les équipes. Mais le besoin d'autorité, il est plus nécessaire que jamais. Nous avons besoin encore plus d'augmenter les capacités des individus, des personnes plus exactement, et des groupes à vivre ensemble, à s'organiser, et non pas à défiler en rang d'oignon. Un petit point d'écart par rapport à ce que vous dites. Je pense que l'ère du management traditionnel avec l'image du petit chef autoritaire qui décide, elle est définitivement révolue, et je pense que vous en êtes d'accord.
quand je disais tout à l'heure, le rôle du management se renforce, en plus et en mieux, c'est vraiment donner du sens, un cap, une feuille de route, positionner chacun à sa juste place, faire grandir les gens, déléguer davantage, être dans ce rôle de soutien. On a parlé de management coach et tout, je ne suis pas très à l'aise avec ces termes, mais faire du management, quoi, manager, d'accord. Bon, donc on enfonce des portes ouvertes, on ne réinvente pas la roue, mais c'est plus et mieux, quoi. Enfin, après, il y a la question du télétravail. Alors, là aussi, plus et mieux. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de manager de façon hybride ? Il me semble que il faut, pour que ça se passe bien, un cadre clair. Donc c'est pas à la carte. Un cadre clair où on refait, où on a des réunions d'équipe, certaines en présentiel, d'autres en distanciel. Donc quelque chose de structurant, mais quelque chose qui ait du sens et éventuellement qui soit co-construit. Les règles, elles sont toujours mieux acceptées si déjà elles sont co-élaborées, mais à défaut si elles sont expliquées, partagées, si elles font sens. Il y a eu un moment où toutes les entreprises, on n'ira jamais à les faire revenir au bureau, ils préfèrent faire leur tarte aux pommes chez eux, on n'y arrive jamais. Est-ce qu'on fait des grandes parties de baby-foot, tout ça. Bon. Non, il y a un moment, on n'est pas là pour... on n'a pas besoin d'amis, hein, ça va en général. Donc on revient pour... Revenir au travail, c'est partager des moments de brainstorming, de convivialité, des moments de relation. Ok, mais toutes les réunions ne sont pas les mêmes et on doit décider si on peut les faire en hybride, en mixte, en distanciel, parce qu'on a aussi constaté que les réunions distancielles nous faisaient gagner un max de temps. Voilà, donc, et je pense qu'en clair, un cadre, une structure, mais du sens et de la souplesse, c'est pas antinomique. Et le rôle du management se joue un peu dans ce côté structurant et en même temps cette souplesse, cette écoute nouvelle qui est... Tu vois. Parce qu'en fait, le manager, plus que jamais, il va devoir connecter les collaborateurs et créer le lien. Nous, on a par exemple imaginé des ambassadeurs du bien-être qui sont un peu les pendants des managers et qui viennent jouer ce rôle de lien et qui peuvent jouer aussi le rôle de vecteur d'alerte par rapport à un phénomène de type gilet jaune puisqu'on a une prise directe avec le terrain. Au début, ils étaient moins bien acceptés par les managers et aujourd'hui, il y a des partenariats qui se mettent en place et on fonctionne de manière différente. Il y a aussi le connecter avec les autres équipes parce qu'on voit déjà son équipe, ça on le fait facilement à distance, mais comment est-ce qu'on se connecte avec les autres ? Donc il y a un rôle pour moi essentiel du manager qui est d'aller vers les collaborateurs, d'aller au contact et de les connecter entre eux. Je pense que c'est un élément qui s'est fortement développé. Juste un point de détail, enfin, de précision. Concrètement, les managers du bien-être, vous les avez créés quand ? Il y en a combien ? Enfin, voilà, que ça puisse nous inspirer jusqu'au bout. Je pense qu'ils sont aujourd'hui 350 ou 400. Ça fait des années qu'ils existent chez Alliance France. Ils ont démarré dans les réseaux commerciaux, ils se sont développés dans toutes les directions de l'entreprise et aujourd'hui ils jouent leur rôle d'une manière qui a évolué aussi. Par exemple, en même temps qu'on a mis en place un télétravail avec 2 à 3 jours de télétravail par semaine, on a modifié nos espaces de bureau pour créer des espaces plus collaboratifs et plus flexibles. Et ils ont joué un rôle d'accompagnement, par exemple, sur la mise en place des nouveaux espaces de travail. Ils jouent un rôle, quand on lance un grand projet, comme je l'ai fait la semaine dernière, on échange avec eux en parallèle. Donc ils sont des partenaires de toutes les initiatives relatives au bien-être au travail dans l'organisation. Ils sont aussi des partenaires des collaborateurs d'abord, et puis ils peuvent faire remonter des problèmes et aider à créer aussi cette convivialité que vous parliez. Puisque quand les collaborateurs disent « je viens au travail, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'y passe de plus que chez moi ?» ça rejoint aussi toute cette thématique de la vie de bureau. Mais ce n'est pas un job à plein temps, ils font ça en parallèle. C'est un rôle qu'ils ont en parallèle de leur job. Ouais. Michael, vous vouliez réagir ? Oui, alors sur ce qui vient d'être dit, ça me fait beaucoup d'écho. Alors déjà parce que aussi nous chez Daher, on a mis en place les ambassadeurs RSE. Alors on les appelle pas bien-être, mais je vais pas redire ce qui a été un peu dit. Globalement, le rôle, c'est quelque chose qu'ils font en plus de leur travail pour essayer de remettre du lien dans l'organisation. Et je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit juste avant sur le travail hybride. Il faut être... moi, je suis très très sensible à la co-construction et à la définition du cadre. Nous, dans l'industrie, on a une population dont 80% des postes ne sont pas télétravaillables, par exemple. Donc, vous êtes obligé d'embarquer les partenaires sociaux dans la définition de ce cadre, dans les expérimentations que vous allez faire, de retrouver cet équilibre entre être sur site et être à distance, et surtout faire quelque chose qui est extrêmement compliqué, c'est relier les attentes de l'exécutif, qui sont parfois d'une certaine génération et qui voient le travail d'une certaine façon, les partenaires sociaux qui vont se faire l'écho d'un certain nombre de collaborateurs et tout simplement les collaborateurs qui ont besoin d'être, eux, écoutés en direct justement pour éviter ce dont vous avez parlé tout à l'heure sur les effets gilets jaunes. Et nous, chez Daher, vraiment très rapidement, on a lancé une consultation sur les nouveaux modes de travail
avec les partenaires sociaux, on a défini ce cadre-là, on commence des expérimentations, on les communique, on explique aux gens dans les ateliers qu'à un moment donné, on ne peut pas faire une pièce d'aérostructure dans son salon, mais que par contre, la personne qui est au bureau d'études, elle peut avoir un travail un peu plus hybride, et en fait, on est dans l'explication et la pédagogie par rapport à ça. Mickaël, justement, on avait un peu discuté en amont sur ce qui peut faire l'échec d'une réorganisation. Alors, si je prends ce volet à l'envers, qu'est-ce qu'il faudra éviter? Mais qu'est-ce qui fait l'échec? Alors, je vais essayer d'être synthétique, parce que j'y ai repensé juste après notre discussion. Clairement, c'est son incompréhension. Parce que quand vous ne comprenez pas le sens de la réorganisation, par effet boule de neige, vous avez du désengagement et vous avez quelque chose, encore une fois, moi qui à chaque fois me terrifie sur le middle management et chez les top managers, en particulier parce qu'ils ont un rôle clé et central dans l'organisation, c'est les départs non souhaités. Donc, encore une fois, on a un devoir, nous, au niveau de la direction des ressources humaines, de faire ce trait d'union entre les attentes de l'exécutif, cette transformation et la façon dont on construit avec le middle management et comme on l'accompagne dans la déclinaison de cette histoire de la transformation. Donc encore une fois, s'il y avait un mot que je devais retenir, ce serait l'incompréhension. C'est ça qui est vecteur d'échec. Alors, Mickaël, vous avez tout à l'heure cité quelques exemples très concrets de ce que vous avez mis en place chez Daher. Cécile, peut-être, quelques exemples aussi de pratiques, de bonnes pratiques que vous avez mises en place et qui pourraient inspirer. Alors moi, j'ajouterais à incompréhension, appropriation. En fait, une fois que j'ai compris, souvent ils ont compris. Comment est-ce qu'on les fait devenir acteurs? Et dans les clés, typiquement, et ça va rejoindre votre question, quelque chose qu'on a créé assez rapidement dès l'automne 2020, ça a été des cercles où les managers viennent discuter. C'est facilité par des HR, business partners, qui sont nos responsables RH. On les a formés à la technique de facilitation. Et on a des cercles de managers qui viennent travailler sur une thématique de management hybride. Alors parfois, c'est facilité par des HRBP qui sont formés maintenant, mais on peut aussi le faire avec des partenaires externes qui apportent un regard externe. Là, on va lancer un programme de mentoring à grande échelle où on va avoir des exécutifs qui vont piloter des cercles de mentoring transversaux dans l'organisation. Alors nous, on est à 99% éligibles au télétravail, donc on n'est pas sur le même modèle. Du coup, on n'a pas ce problème de ceux qui peuvent pas, mais c'est vrai qu'on a un sujet de repli sur soi potentiel qui est plus fort quand on est plus en télétravail. Donc comment est-ce qu'on crée du lien entre les gens? Et puis, cette idée d'aller consulter les collaborateurs, le baromètre permanent, c'est des choses qu'on travaille énormément. Et typiquement, avant notre accord télétravail, on avait lancé un appel à idées, 1200 idées, 44 000 vues, 6 groupes de travail qualitatifs. Et ça nous avait permis d'arriver dans l'échange avec nos partenaires sociaux avec une base qu'on a partagée avec eux. Et vraiment, moi, je pense qu'aller chercher des collaborateurs, des managers pour travailler que sur nos projets en tant que RH et adopter cette posture de coach au bon sens du terme, c'est essentiel aujourd'hui. Je compléterai parce que nous aussi, alors je distingue les deux populations, hein, les populations de sièges télétravaillables, même de centres de paye, de centres de services partagés, etc., des populations de terrain. Sur les populations de sièges, évidemment, je crois qu'on a coché toutes les cases de ce qu'on pouvait faire. Questionnaire, groupe de travail pour prendre en compte les remontées terrain, boîte à idées, baromètre, divers accompagnements pendant la crise de toute forme de bien-être, etc. On a surtout formé les managers au besoin de renforcer comment on manage en management hybride, à la régulation de charges, et on a formé aussi les salariés sur comment gérer sa charge, etc. Et dans le management hybride, on a beaucoup travaillé sur la notion de délégation, de prise de responsabilité, d'autonomie. Ok. Je crois que ça, c'est vraiment comme on travaille dans l'ère post-Covid, dans le confinement, etc. Mais il y a un truc en plus qu'on a fait et qui pourrait concerner n'importe quelle autre entreprise. On s'est dit finalement, il va falloir il faut malheureusement, dans la situation qui est la nôtre, Covid, après il y a eu le Liban, après il y a eu l'Ukraine, il faut qu'on s'organise de manière structurelle. Pas seulement dans nos cœurs de métier, qui, par définition, on est dans la réponse à l'urgence, hein, par définition, c'est notre raison d'être, mais y compris sur les fonctions support, y compris sur les fonctions de direction, comment on s'organise de manière structurelle pour répondre en permanence aux urgences et aux aléas conjoncturels sans faire en sorte que tout le monde lève le crayon sur les autres projets structurants pour le développement de l'entreprise, quoi. Et ça a été vraiment intéressant parce qu'encore une fois, c'est
c'est prendre des sujets RH ou managériaux par une approche organisationnelle et par une réponse en termes d'agilité. Et si je fais le parallèle avec le terrain, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, sur le terrain, nous, on était, nos personnels étaient vraiment sur le front. Voilà. Au front, derrière la réponse, évidemment, on a développé donc ce que je disais, tout ce qui était concrètement l'accompagnement de l'organisation et de la projection des effectifs, etc. On a fait tout ce qu'on a pu en termes de co-développement, soutien psy, de formation des managers, d'espace de parole, d'implication avec les partenaires sociaux. Mais derrière la réponse aussi, elle est un petit peu dans les nouveaux modèles d'organisation, la manière dont on va être ouvert aux aménagements d'horaires, à la personnalisation, aux nouvelles formes d'emploi et donc à la prise en compte de l'individu derrière. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de se dire finalement il y avait beaucoup de choses à faire dans les best practices pour impliquer les gens et comment vous percevez ces évolutions, etc. Mais aussi avoir des réponses de management et d'organisation, de pilotage d'activité un petit peu différentes. Vous avez tous cité la boîte à idées, la collecte de bonnes idées de la base et tout. Je vais vous taquiner un peu. Très concrètement, c'est bien d'avoir des idées, mais après, est-ce qu'on arrive à les mettre en place ? Juste une petite réaction déjà par rapport à ça, parce que nous, quand on a lancé le baromètre social en 2021, la première chose que l'on n'a pas faite, c'est de mettre en place les plans d'action. Donc s'il y a quelque chose déjà qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des choses à ne pas faire. Et finalement, en fait, ce qu'attendent les collaborateurs pour répondre un petit peu et prendre un peu de recul par rapport à la question, c'est des actes concrets sur le terrain. C'est finalement, une fois qu'on leur a posé la question, comment on s'inscrit dans la continuité dans le temps avec eux et qui voient sur des choses extrêmement simples. Tout à l'heure, on a évoqué le bien-être au travail, comment on travaille sur les irritants opérationnels, comment on remet de la convivialité dans l'entreprise, parce que finalement, les gens, ils attendent des choses simples, qu'on s'occupe d'eux. Donc il faut se projeter sur le temps et leur montrer que dans le temps, on s'occupe d'eux et qu'on va continuer de s'occuper d'eux. Donc, plan d'action dans la continuité du temps. Effectivement, il y a toujours un petit piège dans l'appel à idées parce que ça peut faire appel à idées et derrière on dispose. Donc on écoute et derrière on dispose et la solution qui est proposée par l'entreprise, elle ne correspond pas aux désirata de tous. On a aujourd'hui des collaborateurs qui nous disent « moi j'aimerais habiter à La Rochelle ». Alors moi c'est mon rêve personnellement, mais ça n'est pas forcément possible. Ou alors ça veut dire que c'est moi qui m'organiserai en conséquence parce que mon emploi il est bien basé sur le site parisien, donc dans le bassin d'emploi d'Île-de-France. Et donc quelle solution on met en place pour faire des propositions qui correspondent j'allais dire, au bien commun, à ce qui est le meilleur pour tous, tout en sachant qu'on n'aura pas des réponses positives pour tous. Et comme il y a ce phénomène d'individualisation, de repli sur soi, sur son propre équilibre, il faut toujours créer le chemin. Donc pour moi, faire un appel à idées sans produire un plan d'action, c'est absolument insupportable. Mais ça ne veut pas dire que le plan d'action doit correspondre à tous les désirata qui ont été exprimés. Et c'est pour ça que j'ajouterais, au moment où vous sortez le plan d'action, gardez des courroies d'échange, pas de communication descendante seulement, mais d'échange permanent, avec des personnes qui vont vous remonter le sentiment du terrain, qui vont vous permettre de faire comprendre, qui vont vous permettre aussi d'adapter. Parce qu'au-delà de faire comprendre et de s'assurer que les gens sont alignés, il y a tout ce qu'ils peuvent apporter que vous n'aviez pas forcément en tête et qui peut améliorer votre proposition de valeur. Et c'est là qu'on est vraiment très fort. Je crois que l'un des points importants, c'est de toute façon d'accuser réception, en fait, de ce que disent les gens, c'est-à-dire, mais au sens vrai du terme, au sens sincèrement sincère et authentique, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais quand même qu'il y ait un feedback. Ça m'amène à un deuxième point qui est d'autant plus important qu'on est en zone de turbulence parfois, c'est de toujours veiller à ne pas se déconnecter du terrain. Et plus on a des fonctions de direction générale, etc., plus on peut parfois se raconter une petite histoire, plus nos managers aussi peuvent se raconter une histoire, et c'est fondamental. Moi, tous les grands patrons que j'ai connus passent au moins une journée par semaine sur le terrain. C'est fondamental d'être toujours à l'écoute. Parce que pour communiquer, il faut être à l'écoute, il ne faut pas se parler à soi-même. Et je pense que dans les périodes vraiment de changement, de mutation profonde, c'est cette capacité d'écoute qu'il faut en permanence réactiver, challenger, quelle que soit sa place et son niveau dans l'entreprise. Et c'est jamais acquis.
Bernard, quel regard vous avez sur ces 3 témoignages et est-ce que c'est conforme à ce que vous voyez? Oui, parce qu'il y a des mots qui expriment bien le besoin. Appropriation, plan d'action, mais pas un plan d'action qui vient d'en haut. Proximité, le mot proximité, il a été beaucoup travaillé. Il est essentiel. Dans cette dialectique entre l'exigence du changement et le besoin de conservation, le métier de DRH, de directeur des ressources humaines ou des relations humaines, est un métier très difficile parce que tous les collègues dans un comité de direction lui disent « mais moi je vais vite, donc je suis efficace ». Et lui, il sait que s'il va vite, il dérape. Pourquoi? Parce que les groupes ont besoin de temps. Il y a la question de le mot appropriation a été utilisé. C'est un mot très important. Le temps long permet l'appropriation. Ça ne veut pas dire qu'il faille rester à répéter le passé. Ça veut dire simplement que le DRH, c'est moins un travail de communication du haut vers le bas qu'il doit faire qu'un travail qui consiste à créer les conditions qui permettront aux intéressés de s'approprier l'exigence du changement. Après, ça ira beaucoup plus vite. Mais si on veut aller plus vite, on a des retours de bâton. Et ce mot proximité est important, on le voit en politique. Un député ne peut plus être maire aujourd'hui, et les députés aujourd'hui le regrettent, de ne plus avoir ce contact de la permanence où monsieur, madame un tel viennent se plaindre pour des questions. Voilà, c'est le terrain, c'est le quotidien. Et valoriser le quotidien, ça a été dit, c'est vraiment quelque chose de très très important. Le long terme et le très court terme, le moyen terme est moins intéressant. Historiquement, c'était quand même les organisations syndicales qui jouaient pas mal ce rôle de remontée d'informations. Alors, elles ne sont plus là, elles doivent se réinventer. Enfin, est-ce que ce rôle, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'elles l'ont plus beaucoup? Et est-ce qu'elles peuvent le regagner, d'après vous? Alors, historiquement, il n'y avait pas que les organisations syndicales, qui avaient effectivement, mais les managers, l'encadrement, la hiérarchie, on disait les agents de maîtrise, les encadrants, on disait les agents de maîtrise, à côté des techniciens qui, eux, connaissaient le métier, il y avait les agents de maîtrise qui géraient les équipes. Et c'est vrai, les organisations syndicales avaient ce rôle. Il y avait autrefois des délégués du personnel. Alors aujourd'hui, en droit du travail, on recherche avec cette idée de représentant de proximité, on tourne autour de cette idée. On voit bien la nécessité de continuer à donner à la CSSCT, la Commission Sécurité, Santé, Conditions de Travail, un rôle utile parce que ce sont des instances de proximité. Et c'est vrai qu'il y a une déconnexion des organisations syndicales de leur base, comme on le dit, et qui malheureusement génère de l'indifférence, voire même de l'agression contre elles. Indifférence des jeunes générations, agression de mouvement Gilets jaunes. On a vu des militants CGT agressés par des Gilets jaunes ou des Black Blocs, de la même façon que des députés ou des maires ont pu être agressés à leur domicile par les mêmes personnes. Michael, vous vouliez réagir? Oui, j'ai une réaction par rapport à ça. Il ne faut pas qu'on en ait peur. Alors c'est toujours un peu surprenant de dire ça, mais il faut les aider. Il faut aider les organisations syndicales à se reconstruire. Il y a une désaffection aujourd'hui. Nous, on va lancer les élections professionnelles dans quelques mois. On voit la difficulté qu'ils ont pour monter des listes. Donc c'est extrêmement important à un moment donné d'être partie prenante avec eux, parce que ce qui a été évoqué est extrêmement juste, et nous on l'a vécu aussi au sein du groupe, parce que quand vous avez sur des activités industrielles et de services et que vous avez 130 sites en France, bah forcément à un moment donné vous ne pouvez pas être partout, et on a eu des effets aussi, nous Gilets jaunes à certains endroits, et pour récupérer le dialogue avec eux quand le management de proximité a perdu pied, quand les organisations syndicales ont perdu pied et ont perdu contact, bah ça demande beaucoup d'énergie, et puis surtout ça engendre des coûts monstrueux, parce que quand vous bloquez la chaîne d'Airbus en Loire-Atlantique, je peux vous dire que ça peut vite tourner au vinaigre. Donc il faut vraiment les aider à trouver des gens dans l'entreprise pour incarner justement la représentation du personnel. Cécile. Oui, alors moi je constate effectivement qu'ils se transforment aussi. Ils transforment le moyen de communication. Le fait que les gens viennent moins sur site en termes d'échanges directs et de gestion des tracts, on a changé de modèle. On est plutôt sur un modèle de communication plus digital. Néanmoins, ils gardent pour moi une vraie force de représentativité. Vous avez évoqué la CSSCT. C'est un organe avec lequel on a aujourd'hui des échanges extrêmement constructifs. Donc, pour moi, je ne dirais pas qu'ils sont si sans difficulté ce que vous disiez. Ils sont eux-mêmes en transformation. Effectivement, c'est un des acteurs de l'organisation et de l'entreprise qui est essentiel. Donc, autant jouer un partenariat de transformation entre la direction et les collaborateurs. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on garde un dialogue social d'une très grande qualité. En tout cas, c'est ce que je peux constater.
Bon, chaque organisation a sa réalité. Je pense que ça dépend de l'objet dans lequel on est et de la structure des instances. Dans l'industrie, j'ai travaillé pendant 15 ans. C'est vrai que parfois on a des problématiques de réorganisation hyper concrètes, hyper opérationnelles, sur lesquelles on peut avoir une prise immédiate, horaire de travail, heures sup, intérim, modèle d'emploi, organisation, voilà. Nous, on a 60 CSE. Donc, un enjeu de communication et d'écoute qui était vraiment très important. Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place, de faire en sorte qu'il y ait la même qualité, une sorte d'homogénéisation dans les calendriers sociaux et qu'on construise le calendrier social. Voilà. Mais si je reviens encore au sujet d'aujourd'hui, qu'on construise le calendrier social pour qu'il y ait le bon niveau de granularité de ce qui descendait du central et de ce qui remontait du terrain, et qu'il y ait des sas d'échange avec des vrais supports derrière. Mais je crois vraiment que pour me recentrer au travers de cette crise, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à identifier des objets de travail, je parle bien d'objets de travail, avec les représentants du personnel sur lesquels on va pouvoir concrètement aller dans le dur, travailler. Il y en a bien certains que je débaucherai dans mes équipes RH. Concrètement, on a parlé, on n'en a pas parlé, mais on aurait pu, pour nos équipes sièges, centres de services partagés, on est dans l'ère du flex office et de tout ce que ça implique. Si on ne travaille pas sur des sujets comme ça avec les partenaires sociaux, ils ont des choses intéressantes à dire, ils ont dans les process de réorganisation. Bon, j'en suis dans le deuxième, là, on a fait 2 réorganisations majeures tout en accompagnant l'évolution des modes opératoires de travail. On a signé un accord de méthode, accord de méthode qui permet là aussi de démultiplier les sas d'échange et d'avoir finalement une double gestion de projet. Vous avez le copil projet avec le management, etc. Vous avez quelque part le copil projet avec une émanation des représentants du personnel et ou des délégués syndicaux. Ça, c'est top parce que ça permet de se dire, écoutez, on va se parler vrai. Quelles sont les situations individuelles ou collectives qui posent difficulté? Comment on les traite? Comment on les adresse? Et pas d'attendre la énième consultation, la énième réunion obligatoire pour se dire les choses en chien de faïence. Donc moi, je pense que si on est sur des objets précis, circonscrits, on définit le rôle de chacun, tout en restant à sa place, on n'est pas dans le grand tout et n'importe quoi, on peut vraiment travailler ensemble de manière efficace. Est-ce qu'il y a une ou deux questions aussi? On a un tout petit peu de temps pour prendre peut-être 1-2 questions sur la mise en place pratique. Je vois monsieur à gauche, on va donner un des micros là, oui. Tout à fait. Bonjour, Roland Carcenti, DRH, merci. J'ai une question concernant la montée en compétences. En fait, nous avons vu pendant la pandémie et après une volonté de l'ensemble de beaucoup d'employés de changer de rôle, de changer de fonction, ce qui évidemment va dans le thème de la réorganisation et de la transformation. Avez-vous remis au cœur de votre stratégie RH cette montée en compétences qui, quelque part, est véritablement demandée par nos employés aujourd'hui? Charlotte, vous l'avez abordé tout à l'heure, peut-être la question est plutôt pour Cécile et pour Mickaël. Alors, il y a montée en compétence sur le poste avec les nouveaux outils de travail. Donc ça, on a tout de suite mis en place des formations sur la partie compétences digitales avec un projet Smart Office, et on a créé des ressources en ligne. Et puis, il y a la partie montée en compétences plutôt sur la partie soft qu'on a revue. Par exemple, on a changé nos modèles, on a créé des modèles où les gens sont plus autonomes en formation et où il y a plus aussi de workshops à distance où là, on est plusieurs. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur la formation, c'est que si vous demandez aux gens de se former seuls depuis chez eux, alors qu'ils ont géré leur journée de travail et qu'ils ont priorisé, arbitré, ils vont avoir tendance à déprioriser la formation, l'e-learning que vous leur avez demandé de faire. Pourquoi ? Parce qu'ils vont gérer ce qui fait sens directement et qui est opérationnel d'abord, et ensuite ils vont prioriser par rapport à leur équilibre professionnel. Et puis quand on est seul en formation, ça a du sens pour qui ? En fait, je me développe pourquoi ? Je me développe parce que je veux mieux travailler, mais aussi parce que j'ai envie que ce soit reconnu. Et donc ce qu'on voit bien, c'est que l'accès à la formation, au développement de l'effort, la reconnaissance de l'effort est essentielle pour que les gens se développent. Et là, ce qu'on travaille actuellement, c'est plutôt le fait de le faire ensemble. Peut-être même en étant à distance, mais ensemble au même moment, et de créer ces plages de formation dédiées. On a créé des journées dédiées à la formation. On en a déjà fait 2, et ça a amené vers nos plateformes de formation et nos dispositifs de formation des centaines de personnes qui n'y étaient jamais venues.
Donc on essaie de créer un engouement collectif avec des moments de repère collectifs autour de ces nouvelles façons de se former. Et le deuxième axe de votre question, il est autour de la mobilité interne. On peut dire qu'une à deux personnes sur 20 changent de job par an au sens réel du terme. On s'est aperçu qu'il y a plein de gens qui étaient très frustrés de ça. Ils nous disaient dans le baromètre annuel, mais il n'y a pas de potentiel de développement dans l'organisation. Et on a créé un projet qu'on a appelé Booster ma mobilité, qui utilise des techniques d'in-placement. On a fait un appel à candidature, une centaine de personnes se sont portées volontaires, on voulait créer un premier pilote, on a accueilli 30 personnes dans ce pilote, et on les accompagne de bout en bout. Mais collectivement, la première étape, c'est un kick-off où on est 20 en ligne, chacun fait son speech. C'était génial ce kick-off. Les gens ont eu un plaisir fou. Ils apprennent à parler d'eux-mêmes, à valoriser leurs compétences, à faire un CV, à préparer des entretiens, à créer leur propre capacité à aller vers les autres, faire du networking intelligent dans l'organisation. Et au bout de 6 mois, on a déjà plus de 50% des gens de cette cohorte qui ont changé de poste, et on pense qu'on arrivera jusqu'à 70-80% de réussite dans un nouveau projet professionnel. Mais dans les deux cas, à la fois, on crée des ressources nouvelles, une banque d'emploi nouvelle, souvent des ressources digitales, mais en même temps, on tient les gens par la main et dans le collectif. Et je pense que c'est vraiment les deux éléments qui nous permettront de réussir dans ce nouveau monde. Michael, en complément, oui. Oui, en complément. Alors, la montée en compétences, l'accompagnement des compétences, oui, mais toujours en lien vers l'endroit où on veut aller au niveau de l'entreprise. Et nous, on a choisi 2 axes très distincts. On a décidé de s'occuper de nos managers, donc on est en train de lancer tout un programme autour de la culture managériale, sur le leadership model, parce qu'il faut qu'on se reconstruise sur ce sujet-là. Donc on est en train, à l'instar de mes collègues, de monter des workshops, de travailler avec le top management et de voir comment on va le décliner. Donc on va avoir un très très gros boulot dans les 12, 18, 24 prochains mois autour de ce sujet-là, parce qu'il est stratégique pour nous. Et le deuxième sujet, c'est qu'on a décidé de s'occuper de nos métiers en tension, là où on peut être en très très grande difficulté, notamment pour sortir la production. Et en fait, on va ouvrir à partir de fin août, début septembre, notre premier centre de formation industrielle dans notre plus grosse usine qui est basée à Tarbes, où, pour vous donner un petit exemple, on va créer des parcours métiers avec des niveaux par catégorie de métiers en tension. Et en fait, on va faire venir, alors je ne sais pas encore si ça va être un A350 ou un A380 sur la grande étendue qu'on a devant l'usine. Et en fait, on va créer le centre de formation à l'intérieur de l'avion. Et systématiquement, ouais, c'est assez novateur. Et on va faire passer régulièrement les gens, on va s'occuper d'eux, on va les faire évoluer, on va les faire monter de niveau. Et puis, on va essayer de susciter des vocations autour de ce centre de formation-là. Charlotte, quand même. Je rajouterais juste très rapidement que quelque part la crise a renforcé ce besoin de former et d'adapter nos équipes, que ce soit aux nouveaux modes hybrides, aux nouvelles compétences, etc. Mais c'était déjà présent. Et qu'il y a un point qui est important aussi dans la formation, c'est qu'on a profondément, encore plus, digitalisé les processus de formation, ce qui à la fois est un risque de perte en ligne, hein, parce que il faut plus du mix que du full distanciel, peut-être, hein, pour vraiment animer ces processus de formation. Et en même temps, ça nous coûte moins cher, on peut faire plus, on peut aller plus vite pour former le plus de salariés possibles. Donc il y a effectivement de vrais enjeux. Vous allez dire que je suis obstinée, mais ce qui implique toujours, et c'est aussi la limite si on ne se raconte pas, c'est comment on libère du temps et on organise la charge et on régule la charge pour faciliter cette montée en compétences. Et je crois qu'on oublie, quand on pense formation, on pense ordinateur, tape-chaise, voilà, ou être sur le terrain avec des gestes concrets. Je pense qu'il ne faut pas oublier la formation en situation de travail, comme on dit dans le jargon, là, le FAST, parce que concrètement, c'est aussi en mettant quelqu'un en action, learning by doing, en le mettant en responsabilité, en le rendant responsable, autonome de l'organisation d'un champ, que vous allez à la fois stimuler l'engagement, répondre à certaines problématiques organisationnelles et faire grandir les gens. Donc tout n'est pas antinomique. Là encore, les réponses sont s'enchevêtrent. Le sujet ne se pose peut-être pas différemment qu'il ne se posait avant, mais les réponses s'enchevêtrent et doivent être pensées en même temps pour pouvoir avancer. Juste 2 points par rapport à ce que vous venez de dire. Effectivement, comment est-ce qu'on reconnaît le temps de formation dans le temps de travail ? Nous, on a lancé il y a quelques années les 5% du temps dédié au développement professionnel. Et même avec ça, la question se pose, oui, mais où sont mes 5% ?
Et là, c'est à l'échelle du groupe Allianz, donc au niveau monde, où on commence à imposer du temps de formation, et c'est les managers qui sont ciblés en premier. Donc il y a aussi, pour moi, un rôle de la fonction RH qui est de faire exister ce temps de formation dans le temps de travail, qui est effectivement un vrai sujet pour nous. Bernard Vivier, je voulais vous entendre quand même sur la montée en compétences, parce que la formation, c'est une grande partie de votre travail aussi. Donc vous le sentez dans les entreprises, ce besoin ? Oui, évidemment. Et il existe dans le monde des organisations professionnelles une fédération, dite fédération patronale, qui s'appelait jusqu'à il y a peu de temps la Fédération de la formation professionnelle, la FFP. Elle s'appelle aujourd'hui les acteurs de la compétence. C'est-à-dire qu'elle a changé ses statuts pour ne pas uniquement regrouper les organismes de formation, mais tous ceux qui œuvrent à la montée en puissance, à la montée en compétence, les acteurs de la compétence. La frontière entre formation initiale et formation professionnelle continue, formation permanente, comme on disait autrefois, formation continue, c'est une frontière qui est en train de s'effacer. Et on sent bien aujourd'hui, alors, la qualité des personnels dans l'éducation nationale est la grande faiblesse du monstre, du catoblépas, du mammouth, qu'est ce monument, qui est absolument indispensable, mais on sent bien, par rapport à d'autres pays, la difficulté qu'a le nôtre à donner à la formation professionnelle la capacité à la fois donner, pour, je dis des banalités, des connaissances générales, et aussi préparer à la formation professionnelle, à l'entrée dans la vie professionnelle, pour que ensuite les acteurs de compétences de la vie professionnelle, donc les directions d'entreprise, les acteurs externes, les représentants du personnel, les CSE, s'emparent de tout cela, et comme le font les entreprises, avec toujours un grand esprit d'innovation, d'avance sur leur temps, de préparer les esprits. C'est la souplesse, c'est l'adaptation. Le capitalisme, c'est la vie. Alors, les réponses à la question étaient très longues. S'il y a d'autres questions, je vous propose plutôt de les poser dans 2 minutes à nos intervenants autour d'un café. J'aimerais qu'on conclue à peu près dans les délais. Donc, j'ai envie de vous demander, en guise de conclusion, est-ce qu'il y a un message fort sur lequel vous voulez insister, sur lequel vous voulez revenir ? Une espèce de synthèse, c'est terrible, je sais. Allez, post-crise, renforcer le rôle du management. Moi, je reviendrai sur ce que tu as dit tout à l'heure, Charlotte. En fait, on est face à de nouveaux paradoxes. Donc, il faut vraiment... je pense que l'angle de la créativité pour trouver des solutions nouvelles est essentiel aujourd'hui. Une fonction RH qui doit être le trait d'union entre l'exécutif, le management intermédiaire et les collaborateurs pour porter la vision et le sens dans l'organisation. Bernard, si on vous rend un micro, vous aurez le mot de la fin en plus. Oui. Voir loin pour installer le changement et au quotidien, en proximité, pour travailler les freins à ce changement et aussi les valeurs fortes que sont les valeurs de la conservation. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à tous pour cette matinée. Et je vous invite à poursuivre les échanges donc, autour d'un café. Merci Cécile. Merci Cécile. Merci à tous.